Maintenant, venons en France, parce que la France-Afrique, c'est aussi ce qui se passe en France. Et je vous disais que nous avons entièrement jouissance de notre liberté de conscience, notre liberté d'expression, d'opinion, de pensée. Nous n'avons plus la moindre objection de conscience à affronter de la part de qui que ce soit. Nous nous exprimons en conscience, car nous avons radicalement pris notre liberté envers quelques institutions et quelques obligations institutionnelles que ce soit. Tout le monde comprend de quoi nous parlons. Le pouvoir français est aux abois et il se réfugie dans le militarisme anti-russe et un soutien artificiel à la Palestine. L'Afrique tremble parce que plusieurs régimes africains qui ont été pendant très longtemps tenus et soutenus à bout de bras par les dirigeants français n'ont plus l'appui qu'ils avaient en France parce que l'appuyeur est en déclin, l'appuyeur est en ruine. Sur le plan économique, la situation française est catastrophique, d'autant plus que la dette intérieure et la dette extérieure de la France sont en augmentation permanente et exponentielle. La France vit à crédit. La France est surendettée. Ce surendettement accéléré de la France s'est aggravé avec la raréfaction de ses sources d'approvisionnement en matières premières gratuites. La fermeture progressive des robinets de matières premières d'Afrique s'est traduite par une augmentation exponentielle du coût de l'énergie et par ricochet du coût de la vie en France. Par ailleurs, une politique économique essentiellement menée en faveur de l'oligarchie financière et qui s'est traduite par la fin de l'impôt sur les revenus pour les plus grandes fortunes de France. Cette politique économique se traduit par une ponction massive fiscale de la classe moyenne et un abandon de pans entiers de la classe populaire. De telle façon qu'en France sont réapparus des phénomènes de masse pauvre. En France est réapparue la famine. L'un des phénomènes qui a permis de voir que la famine, F-A-I-M, la faim, a refait fortement son apparition en France, ce sont les scènes scandaleuses, pitoyables, de mendicité, de files entières d'étudiants français, incapables de se nourrir une seule fois par jour, certains fouillant dans les poubelles des villes françaises et d'autres s'alignant pendant des heures et des heures devant les officines du secours populaire et des autres organisations humanitaires. Oui, la France s'appauvrit. Les Françaises et les Français ont massivement du mal à joindre les deux bouts. Quand on entre aujourd'hui dans un supermarché, avec la somme de 200 €, on en sort avec un caddie pratiquement vide. Et il y a seulement 10 ans, ici en France, quand vous entrez avec 200 € dans un supermarché, vous aviez au moins la moitié d'un caddie plein. Quatrièmement, toujours sur le terrain économique, la France a été prise de vitesse par toutes les autres économies concurrentes. L'économie allemande a fait sa mutation industrielle à une vitesse incroyable alors que la France se désindustrialise. Les outils de production de la France sont en train tous de s'externaliser avec le travail. Donc ça devient un pays qui consomme ce qu'il ne produit pas et qui produit ce qu'il ne consomme pas, puisqu'il dépend de plus en plus de filières extérieures. Des pans entiers de l'économie française qui fonctionnaient très bien ont été anormalement et injustement privatisés. Un député a trouvé la mort après avoir révélé l'immensité du scandale des privatisations françaises. Il s'appelle Olivier Marleix. Je vous demande d'étudier son histoire. Sur le terrain politique, la France souffre aujourd'hui d'une crise profonde de légitimité des institutions. Pourquoi? Parce que le chef du gouvernement, François Bayrou, n'est pas issu d'une formation politique majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est le refus de reconnaître la victoire de NFP, le nouveau Front populaire, par le président Macron qui s'est traduit par l'imposition d'une succession de premiers ministres, eh bien, sans majorité parlementaire. Du coup, le pays se gouverne à coup de 49-3, c'est-à-dire de volontarisme de l'exécutif, et sur beaucoup de sujets, le pays est bloqué.
À l'instant où je vous parle, la France n'a pas de budget, faute d'un consensus parlementaire autour de la loi de finances. La France est une république sans budget en ce 3 septembre 2025. La popularité du président Macron, selon certains sondages, est tombée à 15%, du jamais vu. 15% de popularité dans un pays pour le président de la République. Et on annonce pour le 8 septembre une confrontation parlementaire qui devrait se traduire par la chute du gouvernement Bayrou et qui devrait également se traduire par la dissolution probable du Parlement, pendant que se multiplient des appels à la démission du président Macron et même à sa destitution. 3 mots dominent désormais la politique intérieure française. Démission, dissolution et destitution. Démission, dissolution et destitution. On estime que M. Macron a épuisé toutes ses cartes et que quel que soit le Premier ministre qu'il s'évertuerait à nommer après François Bayrou, celui-ci serait également conduit à l'échafaud du vote de défiance de la majorité des parlementaires, tomberait jusqu'à ce que M. Macron comprenne qu'il ne peut pas gouverner. Donc, je dis bien que les 3 mots qui dominent actuellement la politique française sont démission, dissolution du Parlement et destitution du président. Mais il y a un 4e mot que les gens ne voient pas et qui est pourtant là, qui lui aussi, en réalité, devrait être souvent prononcé et médité, ici en France. C'est basculement dans une dictature absolue. Car il existe des dispositions constitutionnelles qui peuvent être interprétées par le président Macron comme lui donnant les pouvoirs absolus dans une situation exceptionnelle. Les pouvoirs absolus dans une situation exceptionnelle. Si le président Macron venait à faire usage de cette disposition, on se retrouverait dans la situation de César à Rome, se décrétant dictator perpetus, dictateur perpétuel, et recevant finalement le coup de poignard de son propre neveu, Brutus, et s'écriant avant de mourir, « Et toi aussi, mon fils, et tout quoi fili ». Donc, en fait, la France est menacée par 4 mots. Elle est menacée par la destitution de ses autorités, la dissolution de ses institutions, elle est menacée par la démission de ses autorités, et elle est menacée par la dictature, le basculement total en dictature. On devrait donc s'accorder à dire que la France est une république, eh bien, à l'agonie. République à l'agonie. Et j'insiste ici sur la racine grecque du mot agonie. Dans agonie, il y a la racine grecque agone, qui veut dire la guerre. C'est une république en guerre. En guerre contre ses propres principes, où les factions ont pris un tel pouvoir que l'intérêt commun a disparu du centre de la civilisation. Alors, quand vous faites face à une crise de légitimité intérieure comme celle-là, vous n'avez que 2 choix. Soit vous choisissez la vérité et la justice. Et dans ce cas-là, vous comprenez que vous n'êtes plus à la hauteur de la situation, vous démissionnez. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle en 1969, quand il a demandé aux Français par référendum de valider la réforme qu'il avait proposée et que les Français ont dit non. Le général de Gaulle eut le courage de démissionner et de finir tranquillement sa vie, qui repose aujourd'hui dans sa tombe à Colombey, les 2 églises. C'est la voie de la démission, la voie de la dignité, la voie du courage, de la vérité. Première voie. Et la deuxième voie, c'est la voie du mensonge. La voie de l'obstination. La voie de l'obsession du pouvoir. C'est manifestement celle-là que le président Macron a décidé de prendre. Il n'a pas l'intention de reconnaître qu'il est désavoué par le pays. Il n'a pas l'intention de reconnaître qu'il n'a plus de pouvoir sur les Français. Parce que, sur le plan parlementaire, il lui a été administré une succession de gifles législatives qui devraient suffire à le convaincre de laisser les Français choisir un nouveau président. Il ne veut pas de ça. Donc, en choisissant cette deuxième voie, il choisit donc la voie du conflit, la voie de la confrontation,
Or, quand on veut amener un peuple vers le conflit ou la confrontation, en utilisant la voie du mensonge, on est obligé d'inventer des ennemis imaginaires à ce peuple. C'est l'ultime et unique façon de rassembler un peuple auquel on ment. Dans le cas d'espèce, l'ennemi imaginaire, qui est fabriqué depuis plusieurs années, et qui est proposé aux Français comme étant leur adversaire, c'est tout naturellement la Russie. La Russie qui, même à l'époque de Napoléon, ne s'était pas attaquée à la France, mais s'était défendue contre les armées napoléoniennes, défaisant Napoléon. La Russie qui, même lors de la Deuxième Guerre mondiale, a participé à la libération de la France, à l'époque de l'Union des républiques socialistes soviétiques. C'est cette Russie qui est présentée de manière acharnée, sous le régime du président Macron, comme étant l'ennemi du peuple français. Derrière cette colère, derrière cette russophobie active dans l'élite de gouvernement française actuelle, on sait très bien que se règlent les soldes de la perte du précaré, de la zone d'influence, la perte du dispositif socle français en Afrique. On en veut à la Russie parce qu'elle s'est associée au régime panafricaniste révolutionnaire du Sahel. On en veut à la Russie parce qu'au XXe siècle, elle s'est mise du côté des mouvements anticolonialistes, des mouvements indépendantistes et souverainistes africains. On en veut à la Russie pour cela. On en veut à la Russie parce qu'elle a des relations cordiales, mutuellement respectueuses avec les peuples et les dirigeants africains que les dirigeants de la Ve République française n'ont pas été capables d'avoir. On lui en veut à la Russie parce qu'on est jaloux de ses succès africains. Succès africains qui ne sont pas des succès coloniaux, qui ne sont pas des succès impérialistes, mais qui sont des succès diplomatiques, des succès géopolitiques et géostratégiques, venant précisément de sa démarche respectueuse envers les souverainetés africaines, respectueuse envers les aspirations africaines. Une démarche non boulimique, une démarche courageuse, non boulimique, une démarche de compagnonnage et de fraternité de lutte. Donc, l'autre chose qu'on veut absolument utiliser ici en France pour cacher le défaut de légitimité, l'autre chose qu'on veut utiliser, c'est quoi? C'est la manipulation de la colère contre la colonisation de la Palestine. Le président Macron est un spécialiste de ce qu'on appelle en même temps. Il aime donner l'impression de faire une chose et son contraire parce qu'il aime profiter des avantages de tous les contraires. Je recommence. Le président Macron est régulièrement présenté par les analystes politiques comme un amateur de l'en même temps. Il aime faire une chose et son contraire parce qu'il aime bénéficier de tous les contraires. Bon, d'un côté, il est en colère contre les dirigeants africains qui ne veulent plus de la domination néocoloniale française. Et de l'autre côté, il organise une colère contre le gouvernement raciste et criminel de Netanyahou, responsable du génocide des Palestiniens. Il prétend qu'il va reconnaître l'État de Palestine contre le colonialisme du gouvernement actuel d'Israël. D'un côté, de l'autre côté, il est fâché contre la Russie et les dirigeants africains qui combattent le colonialisme en Afrique. Voilà, c'est M. Macron tout craché. Mais en fait, si vous regardez bien les deux attitudes du président Macron, les deux sont fausses. D'abord, c'est faux qu'il est en train de combattre les dirigeants africains du Sahel ou de combattre la Russie en Afrique, parce que la Russie serait en train de se comporter comme impérialiste ou colonialiste en Afrique. C'est pas vrai. C'est pour sauver la France-Afrique qu'il déteste la Russie. Et qu'il déteste Assimi Goïta, Abdourahmane Tchani, et c'est pour cela qu'il déteste Ibrahim Traoré. Mais de l'autre côté, regardons bien l'action concrète de la politique française en Palestine. Elle n'a pas consisté du tout à être du côté du peuple palestinien. Elle n'a pas consisté à être du côté des peuples agressés. L'armée française, sous les ordres du président Macron, a participé à la défense d'Israël contre l'Iran. Alors que la cause de l'Iran et celle du peuple palestinien sont liées. Sur le terrain, concrètement, la France aide Israël à combattre les Palestiniens, à combattre les Iraniens, et elle proclame un amour, mais sans base factuelle pour le peuple palestinien, qui a été génocidé à plus de 50 000 personnes sous nos yeux, sans que les relations diplomatiques avec Israël soient rompues. Donc en fait, les deux politiques, ou les deux colères de la politique étrangère du président Macron, l'une contre la Russie
et les dirigeants africains anticolonialistes, et l'autre qui est entièrement aussi feinte contre Netanyahou et la politique sioniste de l'État d'Israël, sont des deux colères qui sont hypocrites. Elles sont hypocrites. En Afrique, le président Macron ne combat pas le néocolonialisme par un partenariat mutuellement respectueux. Non, il veut sauver le néocolonialisme. Et puis, en Palestine, il ne soutient pas le peuple palestinien pour que celui-ci soit libéré du peuple d'Israël. Au contraire, son soutien, qui est un soutien purement symbolique, ne se traduit sur le terrain que par le renforcement d'Israël. J'ai vu une vidéo incroyable de De Gaulle. De Gaulle qui était, on peut le dire très clairement, anti-sioniste. Même De Gaulle dit dans sa vidéo que quand on l'a accusé d'antisionisme, il a dit aux dirigeants d'Israël en son temps, ne vous en faites pas, s'il y a une guerre entre Israël et les pays arabes, la France soutiendra Israël, même si nous ne sommes pas d'accord que vous fassiez la guerre aux pays arabes. Voilà ce qui était déjà la position de De Gaulle. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ces logiques piscornues? Il y a un État qui arrache les territoires palestiniens, qui déloge les Libanais de chez eux. Un État qui arrache le Golan à la Syrie, qui s'y installe. Et il y a des dizaines de résolutions des Nations Unies qui lui demandent de retrouver les frontières d'avant 1967. Cet État refuse et s'en fout. Et De Gaulle dit, c'est pas bien ce que vous faites, hein, les Israéliens. C'est pas bien du tout, c'est pas gentil. Hein, rendez aux Palestiniens leur terre. Mais cela étant dit, s'il y a une guerre qui éclate entre vous, les Israéliens, et les peuples arabes que vous torturez, nous allons vous soutenir, nous, Français. C'est exactement la position de Macron. Je suis pour l'indépendance de la Palestine, mais concrètement, mon armée agit aux côtés d'Israël pour combattre les Palestiniens, les Iraniens et tous ceux qui se battent pour leur indépendance au Moyen-Orient. Je vous donne un exemple tout simple de cette incongruité. Écoutez, Ahmed al-Shara, le chef d'Al-Qaïda qui a pris le pouvoir en Syrie. Le chef d'Al-Qaïda là qui a pris le pouvoir en Syrie. Dites-moi sérieusement. Le chef d'Al-Qaïda qui a pris le pouvoir en Syrie. Ahmed al-Shara. Mais, n'est-ce pas un chef d'une organisation terroriste à qui, le 7 mai 2025, le tapis rouge a été donné à l'Élysée? Bon, alors, comment vous pouvez vous entendre avec un chef terroriste pour qu'il prenne la direction d'un pays et dire que vous allez soutenir le peuple palestinien qui est terrorisé, comme le peuple iranien, précisément par ce même chef terroriste? Vous voyez l'incongruité? On soutient Ahmed al-Shara. On sait très bien que c'est un chef d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Et en même temps, Al-Qaïda et l'État islamique sont des ennemis de l'Iran, sont des ennemis du peuple palestinien. Ah ben oui! Des ennemis de la souveraineté arabe. Des ennemis jurés. Puisqu'ils sont des forces de déstabilisation permettant de maintenir l'hégémonie de l'Occident sur le Moyen-Orient. Et puis, comment vous pouvez prétendre que vous soutenez les Palestiniens si ce n'est du bout des lèvres? Donc, voilà une contradiction flagrante qui fait que cette politique n'est cohérente ni en Afrique, ni au Moyen-Orient, ni nulle part ailleurs. On essaie de nous imposer par les médias ici que l'ennemi, c'est la Russie. Mais concrètement, ce n'est pas ce que les Français voient. L'ennemi, ce sont ceux qui font des hausses d'impôts abusives contre les classes moyennes et les classes populaires. L'ennemi, ce sont ceux qui sont coupables de l'augmentation exponentielle du coût de l'électricité et du gaz. L'ennemi, ce sont ceux qui sont coupables de l'abandon de pans entiers de l'hôpital public, de l'école publique. L'ennemi, ce sont ceux qui s'enrichissent avec des indemnités royales dans les institutions, tout en demandant à la population de se serrer la ceinture. Les Français ont bel et bien leurs ennemis dans l'oligarchie qui dirige la France. On veut absolument leur imposer Poutine pour ennemi. Alors que la Russie, c'est 20, 30, 40, je sais même peut-être même pas, 90 fois la taille de la France. On veut absolument imposer au peuple français, le peuple russe et notamment donc le gouvernement russe comme ennemi. Alors que dans le terrain, ici, en France, on ne voit pas la Russie agir. Ce qu'on voit agir, ce sont des politiques en faveur d'une minorité de plus riches et en défaveur d'une majorité de classe moyenne et de plus pauvres. Donc, j'appelle les Françaises et les Français, écoutant cette analyse, à sortir de cette diversion. Je les appelle à ne pas se laisser distraire. La lutte de libération des exploités de France doit se dérouler
ici en France. Le peuple de France doit se rassembler et se libérer de ceux qui l'exploitent. Ceux qui l'exploitent ne sont pas au ciel. Ceux qui l'exploitent ne sont pas à Russie, ils sont à Paris. Ils sont dans les institutions dont ils se sont accaparés et qu'ils utilisent pour leur avantage personnel et contre l'intérêt général. Le peuple français doit retrouver les vertus de la lucidité et du combat pour sa souveraineté intérieure. Car c'est cette souveraineté intérieure qui est menacée, puisque des pans entiers de son économie ont été bradés pour des oligarchies multinationales, pour un mondialisme échevelé, qui, pour seul argument, appelle complotiste toute analyse qui pointe ses responsabilités du doigt, au lieu de s'intéresser à ses effets nocifs et concrets sur la vie du peuple français. Les événements qui vont donc se dérouler en France, à partir du 8 septembre, correspondent à ce que je vous avais annoncé. L'effondrement de la Macronie est une question de jour. Écrivez ça. Écrivez. À partir du 8 septembre, tout s'accélère. Tout s'accélère en France. Ça va aller aussi vite ici que dans les néocolonies du continent africain. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. De manière immanquable, les événements vont s'accélérer. Le peuple français est condamné à prendre conscience. Il ne peut pas continuer à faire confiance en se faisant tromper. Alors, avant-dernier sujet, on reste ici en France, parce que c'est un rapport avec l'Afrique. Mandat d'arrêt français contre un ancien président syrien. La boîte de Pandore est ouverte pour les dirigeants français dans les tribunaux africains. Je m'explique. Ce matin, faisant ma revue de presse, je découvre que Bachar el-Assad et une dizaine de dirigeants de son régime en Syrie, autrefois, sont désormais l'objet d'un mandat d'arrêt des tribunaux français pour des faits qui se sont déroulés en Syrie, à savoir des destructions, peut-être même des crimes de guerre, qui ont été perpétrés contre des gens qui étaient dans une enclave ou une institution culturelle française en Syrie. Donc les juges français, saisis des crimes, des assassinats subis par plusieurs ressortissants français d'ailleurs qui se trouvaient dans ce lieu, cet espace culturel en Syrie, les juges français ont décidé de poursuivre Bachar el-Assad, ancien président syrien aujourd'hui en exil en Russie, et 7 de ses compagnons. Ils ont lancé des mandats d'arrêt internationaux pour cela. Alors, moi, je voudrais m'intéresser au motif pour lequel les juges français ont lancé des mandats d'arrêt internationaux contre d'anciens dirigeants étrangers. Le motif est celui-ci. À savoir que Bachar el-Assad, quand il était au pouvoir en Syrie, a provoqué la mort de citoyens français. Il a provoqué la mort de citoyens français. Donc dès lors qu'un dirigeant provoque la mort des citoyens d'un autre pays, les juges français, en lançant un mandat d'arrêt international contre Bachar el-Assad, disent qu'on peut arrêter un ancien dirigeant d'un pays étranger, dès lors que celui-ci, lors de l'exercice de ses fonctions, je laisse de côté la question de vérifier si Bachar el-Assad est vraiment coupable des faits qui lui sont reprochés. Ce n'est pas tout à fait le centre de mon sujet. Mais c'est le principe qui est affirmé par la juridiction et donc désormais la jurisprudence française qui m'intéresse. Et j'appelle les juristes internationalistes à se pencher sérieusement sur cette affaire pour nous dire toutes les conséquences. Mais d'un point de vue philosophique, je comprends et je redéfinis le principe de la manière suivante. Si un dirigeant au pouvoir a posé des actes qui ont provoqué la mort de citoyens d'un pays étranger, la justice de ce pays étranger est fondée à lancer des mandats d'arrêt internationaux contre ce dirigeant et tous ses compagnons qui ont participé à la mise en œuvre de l'infraction du crime dénoncé. Voilà, quelle que soit la manière de prendre cette affaire, le principe qui est formulé par la nouvelle jurisprudence française envers Bachar el-Assad et ses compagnons. Mais puisque nous sommes normalement tous des êtres humains sur la terre, et que comme le dit le Nazaréen, Jésus-Christ,
Vous ne devez pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent. Ou plutôt, vous devez faire aux autres tout ce que vous voudriez que les autres vous fassent. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Puisque cette règle d'or est universelle, qu'elle est une évidence de la conscience morale universelle. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent. Ou alors faites aux autres tout le bien que vous voudriez que les autres vous fassent. Cette règle donc étant incontestable par tout être doué de raison et étant le fondement même du principe d'équité, d'égalité, qui est au cœur du droit, posons-nous la question suivante. Qu'en est-il des crimes perpétrés par l'armée française en Afrique sous l'égide des anciens présidents français et même de l'actuel? Je recommence la question. Qu'en est-il des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des assassinats qui ont été perpétrés par les forces de défense et de sécurité françaises ou par les services français contre les citoyens étrangers sous la présidence de dirigeants français dont certains sont encore vivants? Prenons les choses, ne serait-ce qu'à partir... si on remonte jusqu'à la période de la colonisation, ça serait long. Je prends à partir de De Gaulle. Tous les coups d'État qui ont été perpétrés en Afrique, toutes les guerres qui ont été fomentées en Afrique par De Gaulle et Foccart, cela veut dire qu'on devrait ouvrir des procès dans tous les pays africains où De Gaulle et Foccart, les gouvernements de De Gaulle ont provoqué des guerres, ont éliminé des personnes. On devrait ouvrir des procès et lancer des mandats d'arrêt pour tous les compagnons de Charles de Gaulle qui sont encore vivants, ou même les compagnons de Foccart, tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la chaîne de commission de ces crimes. On doit lancer des mandats d'arrêt internationaux. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides qui ont été perpétrés en Algérie, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, au Congo, en République centrafricaine, en Guinée-Conakry, au Togo, au Bénin, au Sénégal, les crimes de guerre qui ont été perpétrés par les armées françaises sous la Ve République au XXe siècle, pour ne prendre que cela. Il faudrait donc maintenant, pour appliquer la jurisprudence Bachar el-Assad, que tous ceux qui étaient présidents en exercice pendant ces crimes, ils soient convoqués par des mandats d'arrêt internationaux. Laissons De Gaulle, prenons Pompidou. Sous Pompidou, il y a eu des guerres françaises. L'une des guerres qui a prospéré d'ailleurs en partie sous Pompidou, c'est la guerre du Biafra, dont on sait qu'elle a été alimentée par les services français. Des millions de Nigérians ont trouvé la mort lors de la guerre du Biafra, qui était une guerre pour le contrôle des ressources pétrolières du golfe du Biafra. Dans cette guerre, aujourd'hui, on sait que les responsabilités françaises étaient engagées parce que c'est la France qui a armé le lieutenant-colonel Emeka Ojukwu pour mener la rébellion biafraise. Tout ce qui était donc dans la chaîne de commandement de Pompidou, tout ce qui était dans la chaîne de commandement des années 70, les années de la guerre du Biafra, et sous De Gaulle, et doivent être l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Vous comprenez? On continue, on prend Giscard. Giscard a perpétré, entre autres infractions pénales internationales graves, par exemple le coup d'État contre Bokassa en Centrafrique. Giscard, là, c'est lui qui a renversé Bokassa en 1979. Et c'est lui qui a mis un certain David Dacko dans un avion transal de l'armée française pour aller l'installer avec un discours rédigé d'avance à Bangui comme président. Prenons seulement ça, les actions de Giscard. Donc, Giscard et tous ceux qui ont obéi à ses ordres, que ce soit des militaires, des civils, mandats d'arrêt internationaux. Giscard est déjà mort, mais les autres sont vivants. On peut lancer. Et même des condamnations posthumes. On continue, Mitterrand. Les responsabilités du gouvernement français, je prends dans le génocide rwandais. La non-assistance à peuple en danger, dont a été coupable le régime Mitterrand, qui était ami du régime Abiyarimana. Enfin, un régime co-responsable du million de personnes qui sont mortes dans cette affaire. Il faudrait donc ouvrir les procès, condamner toute la chaîne de commandement sous Mitterrand pour le génocide rwandais.
Oui ou non? Alors, les nombreux coups d'État qui ont été perpétrés à travers les services de FOCAR, la DGSE, etc. en Afrique, on parle d'une centaine. Entre le 20e et le 21e siècle. Il faut qu'on ouvre les procès et on lance les mandats d'arrêt internationaux. Vous trouvez ça logique? Vous trouvez vraiment ça logique? Est-ce qu'ils sont prêts? Ceux qui lancent le mandat d'arrêt international contre Bachar el-Assad, est-ce qu'ils sont prêts à ce qu'on lance des mandats d'arrêt internationaux contre l'administration Mitterrand? Arrivons à Chirac. Jacques Chirac est coupable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Sous Jacques Chirac, président, l'armée ivoirienne aérienne a été détruite, clouée au sol par l'armée française. Sous Chirac, président, en 2004, l'armée française a tiré à bout portant. Je dis bien à bout portant. À bout portant sur des civils ivoiriens à l'hôtel Ivoire d'Abidjan. Une soixantaine de personnes a été massacrées ce jour-là. Qui était président en 2004? Jacques Chirac. Il a une administration qui travaille avec lui. Beaucoup de ceux qui étaient dans la chaîne de commandement, que ce soit des militaires ou des civils de Chirac, sont vivants. On doit lancer des mandats d'arrêt internationaux pour les crimes contre les Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez la logique de l'affaire? Puisque c'est pour des faits comparables qu'on lance des mandats d'arrêt internationaux contre Bachar el-Assad et ses compagnons. On continue. Après Chirac, qui arrive au pouvoir? Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha, l'un des plus grands bouchers de l'Élysée. Sarkozy a mené la guerre de Libye. Il a mené la guerre de Côte d'Ivoire, provoquant partout des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de morts. En 2010-2011, dans le cadre de l'alliance de l'OTAN, avec Barack Hussein Obama, qui mérite donc aussi un mandat d'arrêt international, David Cameron, qui mériterait donc aussi un mandat d'arrêt international. Ils ont, avec les dirigeants du Qatar, dont l'armée a participé au saccage de la Libye, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, ça fait des mandats d'arrêt international. Sarkozy donc et son administration, militaire et civile, ayant participé à ces opérations en Côte d'Ivoire, participé à ces opérations en Libye, paf, mandat d'arrêt international africain. On quitte Sarkozy, on arrive à Hollande. François Hollande arrive au pouvoir en 2012. Lui, il est responsable de plusieurs opérations militaires menées en Centrafrique, on a appelé ça Sangaris. Menées au Mali, on a appelé ça Barkhane. Et plus tard, Serval et consorts. Serval d'abord, Barkhane, etc. Dans le cadre de ces opérations, l'armée française a eu à commettre des abus. Elle a eu à assassiner des civils. Au cours de ces opérations, il y a eu des bavures. Mieux, en 2013, cette armée a même empêché l'armée malienne de combattre les terroristes aux portes de Kidal. C'est de là que date la prise de conscience radicale d'Assimi Goïta, commandant des forces spéciales d'alors, et de ses compagnons, qu'il faudrait un jour obtenir le départ de tous les soldats français du sol malien. Car aux portes de Kidal, ils furent désarmés par l'armée française, au profit des rebelles terroristes qui tenaient la ville et sa région. Il faudra que François Hollande soit l'objet d'un mandat d'arrêt international parce que des soldats maliens, des civils maliens sont morts du fait de la décision de l'armée française d'empêcher l'armée malienne de reconquérir son territoire. Hollande est parti, on prend Emmanuel Macron. Plusieurs coups d'État qui ont eu lieu sur le continent ont bénéficié de sa bénédiction. Il y a eu des morts. Dans le coup d'État du Tchad, en 2021, c'est lui qui a soutenu ouvertement le général d'alors, Mahamat Idriss Déby Itno, pour succéder à son père en dynastie. S'il y a donc eu des morts au Tchad, on peut convoquer le président Macron, puisqu'il a couvert le crime, en adoubant, eh bien, celui qui a pris le pouvoir. Est-ce que vous voyez? Lorsque l'armée française doit quitter le Sahel, sur le chemin, elle tire sur des Nigériens, elle tire sur des Burkinabés qui ont été tués. On doit rouvrir tous ces procès et dire que cette armée a agi sous les ordres de son chef et paf, il faut des mandats d'arrêt internationaux pour les Nigériens et les Burkinabés qui ont été assassinés au passage de l'armée française. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que le président Macron et toute sa chaîne de commandement sont les bienvenus en Afrique, dans les mandats d'arrêt internationaux. Et vous voyez, les accusations de soutien au terrorisme fusent. Le Mali accuse la France sous Macron.
Le Burkina Faso accuse. Le Niger accuse. La Russie vient d'accuser. Les États-Unis à travers Tulsi Gabbard. Les États-Unis à travers Elon Musk. L'administration Trump ont publiquement reconnu les financements directs des fonds de l'USAID à Al-Qaïda et l'État islamique. Alors, mandat d'arrêt pour Hillary Clinton. Mandat d'arrêt pour tous ceux qui de près ou de loin marchent avec les terroristes qui ensanglantent l'Afrique. C'est la totalité des dirigeants des pays de l'OTAN qui mériteraient alors des mandats d'arrêt. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi j'ai dit que la décision des juges français de vouloir arrêter un chef d'État étranger pour des actions qui ont été posées quand il était au pouvoir, c'est une décision qui est un boomerang judiciaire international d'une violence inouïe. Si cette jurisprudence devait prospérer, alors se généraliserait le principe de l'arrestation des chefs d'État étrangers responsables de disparition de nationaux. Et à ce moment-là, plus aucun chef d'État étranger, n'étant plus au pouvoir et ayant de près ou de loin participé à des guerres dans le passé, ne pourrait circuler sur la terre. À moins qu'on veuille nous dire que ce qui est valable pour Bachar el-Assad n'est pas valable pour Sarkozy, n'est pas valable pour Hollande, n'est pas valable pour Macron, que ça ne serait pas valable pour les administrations Chirac, Mitterrand, Giscard d'Estaing, Pompidou, De Gaulle, parce qu'eux, ils seraient des êtres humains supérieurs sur la terre, ce qui n'est pas vrai. S'ils sont bien des hommes, et si tous les hommes sont mortels, comme dit le syllogisme grec, il faut que la jurisprudence des mandats d'arrêt internationaux contre les dirigeants présumés ou prétendument coupables d'assassinat de citoyens étrangers, il faut que cette jurisprudence s'internationalise, ou qu'elle ne soit pas. Il faut que l'Occident politique, pas seulement la France, comprenne que le 2 poids, 2 mesures ne passe plus. Plus personne sur cette terre ne veut accepter le 2 poids, 2 mesures des siècles précédents. Si vous voulez qu'une norme de droit international s'applique à des dirigeants ou à des anciens dirigeants étrangers, vous devez énoncer, au même moment où vous revendiquez l'application de cette norme, la réciprocité. S'il y a un mot à retenir de ce dernier sujet de cette conférence, c'est la notion de réciprocité. La notion de réciprocité rend extrêmement dangereuse la décision de lancer un mandat d'arrêt international contre un ancien dirigeant étranger. Cette jurisprudence expose les anciens dirigeants français, les anciens responsables militaires et politiques français, ayant participé à des épisodes, hautement létaux à l'étranger. Cette jurisprudence les expose à des poursuites similaires, analogues. Car, comme le dit la belle langue sango de la République centrafricaine, zo kwe zo. L'homme vaut l'homme. Un homme est égal à un homme. Zo kwe zo. Il faut le méditer. Nul n'est plus homme que les autres. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. La jurisprudence de la foutaise, c'est terminé. Le 2 poids 2 mesures. On peut arrêter les dirigeants des pays étrangers, mais on ne peut pas arrêter vos dirigeants. C'est fini ça.
Le 2 poids 2 mesures à Banapéopéo. Ce que tu fais, te fait. Alors, juges africains, gouvernements africains, dirigeants africains, réveillez-vous. Faites le travail. Les juges français montrent le chemin. Juges africains, magistrats africains, réveillez-vous. Ouvrez les dossiers de tous les crimes que notre continent a subis et lancez les mandats d'arrêt. On se lève, on dit non, on veut arrêter le dirigeant de tel pays, on met 50 millions de dollars sur lui. Ça, c'est ce monde-là a vécu. Ce monde a vécu. Dans le monde multipolaire actuel, tu fais, ça te fait. Jom te boy bofo. Alors, pour finir cette conférence, ça fait maintenant pratiquement donc, oui, bientôt presque 2 heures de temps que je vous ai entretenu. Je tenais à vous dire qu'à compter de ce mois de septembre 2025, votre serviteur se consacre entièrement à ses devoirs, à sa carrière d'écrivain politique, à sa carrière d'intellectuel panafricaniste engagé, à sa carrière de mobilisateur pour la souveraineté, pour l'émancipation, pour la dignité et la prospérité des Africains. Votre serviteur recouvre l'entièreté de ses libertés de conscience, de pensée, d'expression et d'action. Cela va se traduire par le déploiement de notre Institut de l'Afrique des libertés, de notre mouvement des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, le déploiement de notre participation active à la libération ivoirienne à travers notre mouvement ivoirien dirigé par le leader Guillaume Kibafori Soro, Générations et Peuples solidaires. Voilà les 3 terrains actifs sur lesquels vous retrouverez désormais, opérationnel à plein temps, pratiquement votre serviteur. On passe donc à une différence d'échelle. Vous me verrez souvent maintenant de nouveau à la formation des étudiants africains. Vous me verrez maintenant souvent au cœur des mobilisations, au cœur du projet de souveraineté africaine de ce siècle. Et comme je l'ai souvent dit, vous me verrez bientôt de retour dans mon pays natal, le Cameroun. Voilà ce par quoi je voulais finir cet exposé aujourd'hui, en disant une fois de plus merci à chacune et à chacun de celles et ceux qui continuent à nous soutenir sur ces plateformes, sur les réseaux sociaux, par leurs prières, par leurs paroles, par leurs suggestions, par leurs conseils, par leur soutien matériel, immatériel. Soyez remerciés sur quelque continent que vous soyez pour votre fidélité. Celles et ceux d'entre vous qui prenez des abonnements spéciaux sur nos chaînes, continuent d'être les bienvenus et privilégiés, bien sûr, dans nos propres prières pour les efforts, les sacrifices réguliers qu'ils consentent. Sachez que quelle que soit la taille de votre contribution, au combat que nous menons, nous en mesurons la préciosité et l'importance. Il n'est pas toujours facile, quand on est connu par des millions de personnes, d'adresser à chacune de ces personnes un message qui la singularise, un message qui, littéralement, campe tous les aspects, toutes les nuances de chaque personnalité, n'est pas aisé à formuler au regard des limites de l'espace et du temps. Mais je m'efforce et je m'efforcerai toujours d'approfondir l'engagement pour lequel vous êtes maintenant des millions à nous soutenir. Près de 2 millions au total sur nos plateformes YouTube, Facebook, TikTok et même X, anciennement Twitter, sans oublier les autres
plateformes de réseaux sociaux indirects sur lesquelles vous répercutez nos modestes contributions à l'éveil des Africains. Je conclus en ayant toujours une pensée solidaire pour mes compagnons, les avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés qui ont connu une journée particulièrement éprouvante aujourd'hui, lorsque nous avons appris que le véhicule de notre ami et frère, le coordonnateur du collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, Maître Ndjifutao Woshawa Aboubek, a été l'objet d'une effraction d'individus caucasiens qui ont été formellement aperçus par des témoins autour de 11 heures ce 3 septembre 2025 dans l'agglomération de Lille, plus précisément dans la commune de Lambersart. Solidarité totale, mobilisation totale de la justice, de la vérité, de la solidarité pour ceux qui se battent, comme nous, avec nous, à nos côtés, afin que nos enfants vivent dans un monde moins ostracisé que celui dont nous avons hérité de nos parents. Notre conviction est que seule la lutte libère, seule la mobilisation va faire reculer les colonnes infectes de la France-Afrique. Et certes, le terrain est partout, puisque le panafricanisme, c'est l'affirmation de la dignité de l'homme et de la femme africaine sur tous les continents. Mais l'accélération des mobilisations sur le terrain africain va arracher la respectabilité et la dignité des Africaines et des Africains sur tous les continents. Quand de grandes puissances africaines, comme l'Alliance des États du Sahel qui monte, vont se constituer en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe, on ne s'amusera plus à jouer à la balle avec l'âme des Africains, comme on s'évertue encore à le faire. Vivement la fin de ces temps de discrimination, de mépris, et sachez que c'est nous qui sommes les acteurs de notre libération. Elle ne viendra pas sur nous comme la manne tombe du ciel dans le récit mosaïque. C'est la somme de nos actions concertées, convergentes. C'est la somme de nos mobilisations aux côtés des meilleurs leaders panafricains révolutionnaires de notre temps, comme ceux du Mali, du Burkina Faso, de l'AES, les présidents Goïta, Tiani et Traoré. C'est la somme de ces synergies qui va nous arracher la paix, la tranquillité, la respectabilité sur tous les continents. Oui, c'est la lutte qui libère, et c'est dans la lutte même que l'esprit authentique du Créateur se manifeste. La France a proposé de reprendre son partenariat avec le Niger. Cette fois-ci, ce sera sincère pour le bonheur des Nigériens. Le Niger a répondu que le bonheur qu'il pourrait apporter aux Nigériens est de rester très loin du Niger et surtout de s'occuper des problèmes des Français.